Salut à tous, c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de l'UFC Paris qui vient de se terminer il y a quelques minutes avec une victoire en grande pompe signée Cyril Gane qui s'est imposé sur KO technique, sur un finish du coup au deuxième round face à Serghei Spivak. J'ai envie de dire que l'arbitre a sauvé presque la vie de Serghei Spivak qui s'est fait tabasser les jambes, le corps, le visage. C'était vraiment... ça faisait de la peine à voir. Je trouve que Serghei, de par sa prestation, a prouvé qu'il ne méritait pas de partager le même octogone que Cyril Gane. On se souvient que c'était d'ailleurs l'une des critiques émises par certains spécialistes, ou en tout cas certains fans de MMA, en sachant que Serghei, numéro 7 dans la catégorie des poids lourds, Cyril Gane numéro 2, anciennement numéro 1, ex-champion intérimaire de cette catégorie. Il y a beaucoup de gens qui se demandaient pourquoi est-ce que Serghei Spivak se voyait offrir, on va dire, le combat contre Cyril Gane qui est bien mieux classé que lui. Sauf que stylistiquement parlant, ça pouvait être un bourbier pour Cyril Gane, ce Serghei Spivak, parce que Serghei est un combattant de type lutteur, grappleur, qui aime emmener ses adversaires au sol, qui aime les tabasser surtout en grand handpound. Je pense que sur ses 14 victoires, il en a 7 sur KO technique en grand handpound pour la majorité d'entre elles, et puis le reste c'était sur soumission. Donc, malgré le classement, malgré le fait que Serghei Spivak c'est pas un poids lourd aussi coté que Cyril Gane, il y avait quand même du danger, d'autant plus qu'on sait que la kryptonite et le point faible de Cyril, c'est le sol. On l'a vu contre Francis Ngannou, à partir du moment où Francis a réussi à emmener Cyril au sol, c'était compliqué pour lui de se relever. Heureusement que Francis ne s'est pas montré très actif lorsqu'il était au sol. Et puis Jon Jones, inutile de revenir sur cette déconvenue du côté de Cyril. Jon Jones n'a eu besoin que d'une amenée au sol pour soumettre Cyril Gane. Du coup, ce combat était quand même intéressant. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne voyaient pas vraiment d'intérêt dans cette opposition Cyril Gane-Serghei Spivak, mais perso, je trouve que, moi en tout cas, ça m'intéressait énormément. Et on a eu des réponses à certaines de nos questions. On a vu que Cyril a parfaitement défendu les tentatives d'amener au sol de Serghei Spivak. Il a tellement bien réussi à défendre les tentatives de takedown de Serghei Spivak que Serghei, il s'est retrouvé dans l'incapacité et dans, comment dire, il était en fait obligé de striker face à Cyril Gane parce qu'il n'avait aucune solution d'amener au sol. Sur l'une de ces amenées au sol à moitié réussies, Serghei Spivak, Cyril Gane a réussi à lui prendre le dos, à lui infliger quelques frappes en grand handpound et ensuite il s'est relevé de manière assez facile. Très très bonne défense des amenées au sol de la part de Cyril Gane. Et puis évidemment, strikingment parlant, comme je le dis souvent, il n'y avait pas photo. Il y avait vraiment pas photo entre Cyril Gane qui est un excellent kickboxer, excellent Muay Thai aussi, et puis Serghei Spivak qui était super brouillon, très lent, qui a eu beaucoup de mal à casser la distance parce qu'on le sait, Cyril Gane, un petit peu comme un Israël Adesanya, c'est un maître en gestion de la distance. Et là, il l'a démoli de l'extérieur tout en gardant une distance de sécurité avec Serghei Spivak, avec ses kicks qui ont dissuadé Serghei Spivak d'aller à l'abordage et d'aller à l'assaut même d'une amenée au sol. C'était compliqué, il lui a tabassé les jambes, il lui a tabassé le corps avec son anglaise aussi. Il a visé le visage quand il fallait viser le visage. Franchement, Michael Bisping en parlait pendant le live, mais c'est une prestation parfaite signée Cyril Gane. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus méchant aussi. Ses coups étaient envoyés avec une intention de faire très très mal à son adversaire. Alors certes, on sait que Cyril, pour un poids lourd, c'est pas un knockout artiste, c'est pas un Derrick Lewis, c'est pas un Francis Ngannou, c'est pas même un Jairzinho, c'est pas un combattant qui va réussir à infliger un gros KO sur un seul de ses coups, mais il travaille à l'usure. Il inflige une série de dégâts et cette série de dégâts, à la fin, elle était juste trop difficile à encaisser pour Serghei Spivak qui avait presque envie d'abandonner. Ça se voyait sur son visage. D'ailleurs, je l'ai dit sur Twitter avant même qu'il rentre dans l'octogone. Je trouve que le body language de Serghei Spivak, il voulait tout dire. J'avais l'impression qu'il ne voulait pas rentrer dans cet octogone, qu'il ne voulait pas affronter Cyril Gane. Et quand il encaissait des coups, il n'avait pas de réponse, il n'avait pas de répondant face au striking incroyable de Cyril. Et ça se voyait, sans vouloir faire mon spécialiste en body language, mais ça se voyait qu'il en avait marre. Il voulait vraiment que ce combat s'arrête au plus vite. Et heureusement pour lui, en tout cas, l'arbitre a mis un terme au combat. Donc, pour le coup, Cyril renoue avec la victoire. Donc ça, c'est positif aussi mentalement. On sait que la dernière défaite contre Jon Jones, il a essuyé tellement de critiques que ça lui a pesé psychologiquement. Il a
accordé très peu d'interviews cette fois-ci pour cette UFC Paris, tout le contraire de l'année dernière. Il était beaucoup plus focus, beaucoup moins souriant aussi pendant le combat, après le combat et avant le combat également. Je pense que la défaite contre Jon Jones, ça peut être un mal pour un bien pour Cyril. Il a pu rectifier les choses qui fallait être rectifiées. Je sais que Cyril a repris les entraînements beaucoup plus rapidement qu'il en avait l'habitude après cette défaite contre Jon Jones. Peut-être qu'il est plus sérieux, plus appliqué dans son entraînement. C'est que il a fait appel à Cyril Marais qui est un excellent judoka. Il travaille aussi énormément son sol en plus de son striking. Et franchement, son striking, il est juste magnifique. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui aiment le MMA et qui aimeraient voir Cyril Gane infliger plus de finish ou de gros KO. Mais moi, j'apprécie énormément le niveau de striking de Cyril Gane, son intelligence, la façon avec laquelle il a d'affliger une série de dégâts et vraiment de réussir à avoir à l'usure ses adversaires. On sait que Thomas Spinal était présent à l'UFC Paris. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'étais déçu. Je pensais qu'on aurait eu droit à un face-à-face entre Thomas Spinal et Cyril Gane dans l'octogone, comme on a eu droit à un Sean O'Malley à Aljamain Sterling après la victoire de Sterling face à Henry Cejudo, ou un Israël Adesanya de Dricus du Plessis par exemple. Je m'attendais à voir Thomas Spinal rentrer dans l'octogone et faire un face-à-face avec Cyril. On n'a pas eu droit à ce face-à-face-là. Et en plus de cela, Cyril, dans son interview d'après-combat, si j'en crois ce qu'il dit, il n'est pas intéressé dans l'idée d'affronter Thomas Spinal. Lui, ce qu'il veut, c'est viser la ceinture directement. Si je me mets à la place de Cyril, il est numéro 2 au classement chez les heavyweights. Il vient de se taper le numéro 7. Pourquoi est-ce qu'il devrait se taper? Je crois que Thomas Spinal est numéro 5 ou numéro 4. Et regardez derrière lui, ce qu'il veut, c'est vraiment viser le combat pour la ceinture. Mais je doute que l'UFC lui octroie un 3e title shot en sachant que voilà, il a perdu de manière assez aisée face à Jon Jones. Jon Jones qui va d'ailleurs défendre son titre contre Stipe Miocic. Et pourquoi pas mettre en place un combat d'élimination contre Sergey Pavlovich. Sergey Pavlovich qui d'ailleurs sera le combattant backup pour Jon Jones, Stipe Miocic. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais quand même voir un Thomas Spinal, Cyril Gane. Ce serait un combat tellement intéressant. Thomas Spinal super complet, super explosif et agressif. Mais il n'a jamais été au-delà du 2e ou du 3e round, ce qui n'est pas le cas de Cyril Gane qui a un gros cardio. Une opposition de style quand même entre deux très bons strikers, mais avec un léger avantage pour Thomas Spinal parce que Tom, je pense, est beaucoup plus complet que Cyril. Mais en tout cas, un derby Angleterre-France entre Cyril et Thomas Spinal, je signe des deux mains. En tout cas, voilà, prestation parfaite, signé Cyril Gane qui ferme des bouches, qui met un terme aux nombreuses critiques qu'il a essuyées à la suite de sa contre-performance, il faut le dire, à son dernier combat contre Jon Jones. On peut parler aussi de Benoît Saint-Denis. Moi, quand je pense à cette UFC Paris, la performance de Benoît Saint-Denis, elle me vient directement à l'esprit. Mais qu'est-ce qu'il est spectaculaire, Benoît Saint-Denis. On ne s'ennuie jamais à ses combats. 12e victoire en carrière, 12e finish. Et là, contre un sacré client, Thiago Moises, il lui a fait du très très sale debout au sol. Thiago qui a fait preuve de beaucoup de solidité, mais au bout du 2e round, ça y est, c'était fini. L'arbitre lui a demandé à plusieurs reprises de se défendre, de montrer qu'il était toujours présent dans le combat. Mais il a bien fait de mettre un terme aux hostilités parce que Benoît Saint-Denis l'a tabassé en grand end-pound. Et je pense que c'est logique et c'est clair. Aujourd'hui, Benoît Saint-Denis va faire son entrée dans le top 15 de la catégorie des poids légers, qui est la catégorie la plus relevée de tout l'UFC. Mais c'est tellement mérité après sa récente victoire contre Ismaël Bonfim que tout le monde présentait comme le prospect le plus prometteur dans cette division. Et puis là, Thiago Moises, qui est un vieux de la vieille, même s'il a 27 ans ou 28 ans, je me souviens plus, qui est un combattant très expérimenté, qui a fait face au top du top de la catégorie des poids légers. Voir Benoît Saint-Denis le finir au 2e round de cette façon, avec des phases au sol, avec des phases debout, c'est juste incroyable ce qui est en train de produire Benoît Saint-Denis, qui lui vise, je pense, Rafael Fiziev, Mateusz Gamrot, ou alors un combat pour la ceinture BMF contre Justin Gaethje. Mais est-ce que vous imaginez un combat pour la ceinture BMF ou au-delà de la ceinture BMF, mais un combat entre Justin Gaethje et Benoît Saint-Denis? Là, pour le coup, il faudra rester chez vous ce soir-là. Si Justin Gaethje affronte Benoît Saint-Denis, alors là, il faut que tout le monde se planque, tout le monde se mette à l'abri parce que ça va juste être une guerre nucléaire. L'autre personne qui m'a plutôt choqué dans cette UFC Paris, c'est Morgan Charrière. Morgan Charrière qui a été le premier Français, il me semble, à décrocher un finish dans cette UFC Paris. Il a plié Manolo Zecchini.
Il l'a pas laissé respirer, il lui a mis un gros penalty dans le foie, plusieurs coups au corps, il l'a démoli, le pauvre Italien en plus qui était présent à l'Accor Arena avec sa famille dans les gradins. Je pense que ça ne leur a pas fait plaisir de voir la facilité avec laquelle Morgan a réussi à l'exploser et le démolir, notamment grâce à ses kicks très méchants au corps. On sent que, un petit peu comme Cyril Gane, les nombreuses critiques qu'a essuyé Morgan Charrière après ses défaites au Cage Warriors, ça l'a changé. Il est devenu beaucoup plus méchant, beaucoup moins souriant, mais dans l'octogone, il se transforme en guerrier, une machine à finish. Je pense que c'est le 3e finish consécutif de Morgan Charrière. Les chiffres qu'il arrive à générer sur les réseaux sociaux de l'UFC aussi, ça prouve qu'il a un star power incroyable. Je pense que vraiment Morgan, avec son expérience, avec son jeune âge aussi, avec sa popularité, il a vraiment un très très bel avenir. Il a un très très bel avenir à l'UFC. Dana White va vraiment faire attention à ce profil-là, Morgan Charrière, parce qu'en plus du finish pour son début à l'UFC, et dire que certains remettent en question sa capacité à livrer de belles performances à l'UFC, ben là il a fait démentir tous ses haters. Mention spéciale évidemment pour Manon Fiorot qui a battu Rose Namajunas, je vais y arriver, sur décision unanime, qui devrait logiquement se voir attribuer le title shot ensuite et affronter la vainqueur de Alexa Grasso qui affronte une nouvelle fois Valentina Shevchenko. À part si l'UFC pense à Erin Blankfield qui reste également sur une belle victoire à l'UFC Singapour, c'était la semaine passée il me semble. Peut-être organiser aussi un combat éliminatoire entre Manon Fiorot et Erin Blankfield. Je ne sais pas comment l'UFC va s'y prendre. C'est vrai que Erin étant américaine et peut-être un petit peu plus de hype aux États-Unis en tout cas que Manon Fiorot, mais Manon d'un point de vue sportif mérite absolument ce title shot et j'espère vraiment qu'elle va l'obtenir dès son prochain combat. Il me semble qu'elle est à 6 victoires consécutives. Non, franchement, Manon Fiorot. Et puis face à Rose Namajunas, l'une des plus grandes stars chez les femmes de l'histoire de l'UFC, ancienne championne, en plus de cela, de la catégorie des poids pailles, qui a décidé de monter en catégorie. Et franchement, ça se respecte. Monter en catégorie et affronter Manon Fiorot chez elle en France, fallait le faire. Et ça prouve que Thug Rose, elle mérite très bien son surnom. Mais en tout cas, très belle performance de Manon Fiorot. Je trouvais que le combat était plutôt serré, je dois vous dire, mais la victoire, elle est absolument méritée du côté de Manon. Et puis, polémique aussi entre William Gomis et Yanis Ghemmouri. William Gomis qui l'a emporté sur KO technique après un middle kick que lui estime et que l'arbitre estime être un coup légal, mais que Yanis Ghemmouri estime être un coup illégal et un coup en dessous de la ceinture. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Plutôt difficile à juger, mais bon, l'arbitre a en tout cas décidé de mettre un terme au combat puisque Yanis ne voulait plus reprendre, estimant qu'il avait subi un coup bas. Et puis William Gomis qui enchaîne une nouvelle victoire à l'UFC. Je pense qu'il va faire beaucoup de bruit dans les prochains mois, dans les prochaines années dans cette catégorie des poids plumes. Nora Cornol aussi a remporté son combat, extrêmement agressif. J'aime beaucoup son style à Nora Cornol. Par contre, pour Zara, malheureusement, il n'y a pas eu de surprise. Elle s'est inclinée une nouvelle fois. Elle est à 0-4 à l'UFC. Et à mon avis, c'était bel et bien son dernier combat dans l'organisation. En plus, elle a eu des problèmes à valider sa pesée. Les carottes sont cuites, je pense, pour Zara. Est-ce que j'ai oublié un Français, Taylor Lapillus aussi. Taylor Lapillus qui a été auteur d'une véritable masterclass face à Kaolan. Il l'a surclassé du début à la fin du combat. L'Irlandais, avec beaucoup de volonté, a essayé de hyper ce combat. Il l'a plutôt bien réussi, je dois le dire, avec ses doigts d'honneur, avec son trash talk. Mais une fois la cage refermée, Taylor Lapillus l'a bu. Vraiment, c'était une très belle performance pour le retour de Taylor à l'UFC après 7 longues années d'absence. Il me semble que je n'ai oublié personne chez les Français. Si c'est le cas, je suis désolé. Mais en tout cas, c'était un très bel UFC Paris. Mention spéciale au public parisien, au public français qui a fait du boucan et du bruit du début à la fin de l'événement. Et ça, c'est incroyable parce que souvent sur des cartes, on voit que pendant les combats préliminaires, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'ambiance. Le public parisien, j'avais envie de dire brésilien, non, le public parisien a montré que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur public du monde en ce qui concerne les combats UFC. Soirée réussie en tout cas pour la majorité des Français, soirée réussie de A à Z pour cette deuxième édition de l'UFC Paris. Personnellement, je trouve qu'elle était même encore plus réussie que la première édition. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.